Vendredi 26 février 2021, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur RTI 1. C'est l'heure du journal. On regarde les titres de cette édition. La campagne électorale pour les législatives du 6 mars s'ouvre ce vendredi 26 février pour une semaine, selon le chronogramme du scrutin présenté par la CEI. Jeudi, le président de la Commission électorale indépendante a appelé à une campagne apaisée selon les règles prévues par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite. Comment les différents candidats en course pour l'hémicycle ont-ils préparé la campagne? La question est au cœur d'un reportage que vous propose de découvrir le service politique de RTI 1. Après plusieurs jours de tournage, Gabriel Zani a tenté de comprendre les stratégies des différents aspirants à l'Assemblée nationale. Un dossier à suivre dans quelques instants. Et puis en Éthiopie, un déluge de violence serait abattu sur Aksum, la troisième ville du Tigré, en novembre dernier. Une tuerie de masse, une punition collective selon Amnesty International. L'ONG accuse Addis Abeba et demande la tenue d'une enquête diligentée par les Nations Unies. Merci de suivre RTI 1. Je vous le disais tantôt, la campagne électorale pour les législatives du 6 mars en Côte d'Ivoire s'ouvre ce vendredi pour une semaine selon le chronogramme du scrutin présenté par la Commission électorale indépendante. Ouvert le 4 janvier, le dépôt des candidatures auprès de la CEI s'est achevé le 20 janvier. Les opérations de vote auront lieu le 6 mars et les résultats provisoires annoncés le 9 mars, souligne la CEI. Le scrutin se tiendra dans 205 circonscriptions électorales de 29 régions du pays, d'où seront désignés les 255 députés pour siéger à l'Assemblée nationale. Et puis avant le top départ de la campagne donnée ce vendredi, plusieurs candidats avaient déjà sillonné les différentes circonscriptions où ils sont engagés. Au total, 1266 listes sont en course pour renouveler les 255 sièges du Parlement. Des candidats dont les ressources se font rares au fil des jours passés sur les routes des différentes régions du pays. Dans ce reportage que la rédaction de RTI 1 vous propose de découvrir maintenant, vous verrez comment ces candidats, qu'ils soient indépendants, de l'opposition ou encore du parti au pouvoir, ont usé de stratégies pour convaincre la population. C'est un dossier proposé par Gabriel Zani. Depuis des mois, les candidats à la députation ne dorment plus. Ils font la navette entre les circonscriptions électorales, les activités économiques et les partenaires financiers. Histoire de renflouer leur caisse pour mieux préparer la campagne des législatives, Francine Sokouri vient de rentrer d'une visite de terrain dans des localités. Je fais du porte-à-porte avec des communautés. La pré-campagne, il faut toujours être présent, il faut aller vers les populations pour dire que vous êtes candidat. Et, ma localité, c'est 4 circonscriptions. Entre le financement des équipes de campagne, la logistique et les sollicitations pour les candidats indépendants dépendant des économies et des apports de bonne volonté, la tâche n'est pas facile. C'est-à-dire nous nous battons, le financement, nous essayons, nous avons d'abord, j'ai déjà préparé depuis quelque temps une épargne pour pouvoir me défendre sur le terrain, mais je constate que c'est encore difficile. Pour Jean-Michel Amonkou, même bien préparé, il faut toujours un peu plus. Ce candidat mise sur les discours. Que lorsque vous êtes engagé en politique, que vous avez des ambitions, vous préparez ces ambitions depuis belle lurette. Je pense qu'à mon niveau, je me suis efforcé de me préparer. C'est vrai que je n'ai pas grand moyen, mais je pense que la plus grande force d'un candidat, de celui qui veut prétendre à, c'est d'avoir les populations. Et aujourd'hui, les populations ne sont pas du tout dupes. Elles connaissent plus ou moins les candidats qui sont proches d'elles. Une bonne organisation peut aussi aider. Sévérin Koné, Oundassien Guibessongui est de retour à Abidjan après 4 semaines de tournée pour finaliser les gadgets de campagne et autres dons en nature. Je peux vous dire que le budget de campagne est comme un gouffre sans fond. Nous avons mis les équipes de campagne dans les 2 communes qui sont dans notre circonscription et également dans les villages. Nous avons également mis des équipes. Cela a un coût important. Sans faux fuyant, je peux vous dire qu'une campagne coûte au minimum 60 millions. Et cet argent, il faut le réunir, il faut l'avoir. Au Front populaire ivoirien, Pascal Afin-Guesson sillonne les régions du pays pour soutenir les candidats du parti. Comme c'est le cas ici au foyer des jeunes de Koumassi, il présente Christine Conan et Abané Yvonne Delampou aux communautés. Si le budget seul pouvait faire gagner ici, il nous faut au moins 1 milliard. Nous avons toutes les présidentes d'associations qui sont avec nous.
Et c'est elle qui constitue le maillon essentiel de notre campagne. Pour le président du FPI, le jeu politique en vaut la chandelle. C'est la démocratie qui est en jeu, l'équilibre du pouvoir. Donc le Front populaire ivoirien doit prendre toute sa place. C'est pourquoi je sillonne toutes ces circonscriptions pour apporter mon soutien personnel à tous nos candidats. L'équilibre des pouvoirs à l'Assemblée nationale est en jeu. La plateforme de l'opposition Agir ensemble a fait bloc autour du FPI. Dans cette alliance, on y retrouve Agir, l'Alliance des générations ivoiriennes républicaines de Martial Aipo et l'UDPCI d'Albert Mabry-Troicus. Avec les camarades du FPI et de la plateforme Arc-en-Ciel, au total, je pense qu'on est autour de 90 candidatures pour notre plateforme. Des trois structures. Nous sommes avec COGEF et le FPI et Agir au niveau de 3 communes d'Abidjan. Nous sommes avec le FPI à Boaké. Tout ça fait que nous avons la trentaine de candidatures à défendre. Financer chacune des campagnes des candidats, assurer l'hébergement, le déplacement de près de 800 personnes pour être dans les bureaux de vote le jour du scrutin, tout ceci relève du miracle. C'est pourquoi les candidats ont été choisis en fonction de leur ancrage dans les localités. Le premier critère, c'était celui du charisme des candidats. Le deuxième critère, c'était leur ancrage au plan local, puisque l'élection législative fait appel aussi à des capacités de connexion avec la population locale. Et puis, bien entendu, le troisième point, c'est la vision que nous voulons faire passer au niveau des populations. Si l'opposition prépare son retour en force dans le jeu politique à l'Assemblée nationale, le parti au pouvoir ne veut pas se laisser surprendre par les résultats au soir du 6 mars. 2 à 3 ans avant ces joutes électorales, les candidats retenus du RHDP étaient sur le terrain. Nous avons sur les 255 candidatures, 254 candidats du RHDP, dont nous couvrons l'ensemble des circonscriptions électorales. Ensuite, vous savez que depuis bientôt 2 ans, 3 ans, le RHDP est sur le terrain. Et cela a commencé peu avant les élections municipales du conseil régional. Donc la plupart des cadres et élus qui ont été choisis sont des responsables donc, dans leur région et sont depuis 2-3 ans sur le terrain. Un bon maillage territorial des animateurs locaux de base et des équipes de campagne mobilisées, la structuration du RHDP permet cette organisation. Nous avons un parti qui est très structuré et qui a une organisation donc à la base. Aujourd'hui, il s'agit pour ces animateurs locaux de continuer donc de faire ce qu'ils font. Nous avons eu un bon processus d'enrôlement qui nous a permis donc d'enrôler beaucoup de nos sympathisants, de les mobiliser autour de ce processus. Ensuite, je rappelle que le président de la Ouattara a été élu sur la base d'un programme et que les députés qui y aura à l'Assemblée nationale, en tout cas ceux qui sont du RHDP, ils vont pour accompagner le président dans la mise en œuvre du programme pour lequel il a été élu. Pas de chiffres pour l'ensemble des opérations de propagande d'information du RHDP. Pas de chiffres non plus pour les campagnes des candidats ou fouettistes. Le parti opte donc pour les soutiens des ténors aux candidats. En plus des moyens qui ont été donnés par le parti, je vais donner un soutien additionnel à chacun des candidats pour leur permettre justement de renforcer leurs moyens de proximité avec les parents, avec la population. Au RHDP aussi, on est loin des campagnes à l'américaine. À quelques heures de l'ouverture de la campagne pour les législatives, les 1511 candidats et leurs équipes de campagne sont sur les routes des 205 circonscriptions électorales. Ils devront les parcourir à nouveau pour espérer obtenir des sièges sur les 255 que compte l'hémicycle. L'heure est donc à la course pour rallier les électeurs encore indécis. Et voilà, c'était le dossier de Gabriel Zani consacré à la préparation des candidats aux élections législatives. Et puis, quelques heures avant l'ouverture de la campagne, le président de la Commission électorale indépendante a souhaité une campagne apaisée selon les règles prévues par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite, une adresse faite tant aux candidats qu'aux électeurs pour des élections sans violence. Le reportage de Michel Digré. Ce vendredi 26 mars à 0h, 1266 listes de candidatures iront à la rencontre des électeurs pour la campagne électorale des législatives 2021.
Le président de la commission électorale indépendante rappelle le cadre réglementaire de cette étape importante du processus électoral pour le renouvellement de l'hémicycle. La campagne électorale est le moment indiqué pour aller au-devant des électeurs dans les limites de vos circonscriptions respectives pour exposer librement la noble ambition que vous nourrissez pour les Ivoiriens. Et ce, selon les règles prescrites par le Code électoral et les engagements contenus dans le Code de bonne conduite que vous vous êtes librement donné. Il s'agit de démontrer sans violence, sans invective et sans provocation aux électeurs vos aptitudes à les représenter valablement à l'Assemblée nationale. La commission électorale indépendante, à cet effet, a mis à la disposition de chacune et de chacun d'entre vous des affiches à votre effigie pour éclairer et déterminer l'électeur quant au choix de son candidat et des spécimens de bulletins de vote pour permettre à l'électeur de faire ce choix sans erreur. Coulibaly Kuibiet s'est également adressé aux électeurs. Vous serez l'objet de tant de convoitises ces jours à venir. La commission électorale indépendante voudrait insister sur l'idée que la période de campagne électorale est un moment d'écoute et d'échange qui doit vous permettre de choisir le meilleur profil pour servir les aspirations et les intérêts légitimes du peuple à l'Assemblée nationale. C'est donc avec civisme et responsabilité que vous devriez accueillir les candidats qui voudront s'adresser à vous par tous les canaux de communication non proscrits par le Code électoral. Le président de la CEI rassure, les forces de défense et de sécurité veilleront au gré pour une campagne paisible. Coulibaly Kuibiet insiste également sur le respect des mesures barrières édictées par le gouvernement pour lutter contre la Covid-19. La campagne s'achève le jeudi 4 mars à minuit. Et puis 24 heures avant le lancement de la campagne, le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré les forces de défense et de sécurité. Kouadio Konan-Bertin a exhorté la police et les autres corps de l'armée ivoirienne à réitérer l'exploit réalisé lors de la dernière élection présidentielle. Le défenseur de la Réconciliation nationale les a appelés à faire preuve de professionnalisme pour un scrutin apaisé. Walter Amadou Ouattara. Face à la police nationale, réunie en ses différentes composantes, le ministre Kouadio Konan-Bertin affirme être venu, au nom du président de la République, Alassane Ouattara, et du gouvernement ivoirien, exprimer la fierté de l'État de Côte d'Ivoire à sa police qui a su faire preuve de professionnalisme et de loyauté lors de la présidentielle d'octobre 2020. En présence du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Vagondo Diomandé, et du directeur général de la police, Youssouf Kouyaté, le ministre exhorte les forces de l'ordre à maintenir le cap. Nous voulons bâtir une nation une et indivisible, conscient que nous sommes une multitude d'ethnies, sans oublier que volontairement, nous avons fait le choix de faire notre terre une terre d'accueil, une terre de prospérité. La Côte d'Ivoire doit assumer son destin. Et c'est à vous, les forces de l'ordre, de veiller à ce que ce long processus soit engagé dans la paix, dans la concorde. Le ministre de la Sécurité réitère son engagement à aider son collègue de la Réconciliation à réussir sa mission.
Autre chose à présent, après 2 années passées, 2 années d'absence, la Côte d'Ivoire signe enfin son retour à la réunion du Haut Conseil des droits de l'homme, un conseil qui se tient du 22 février au 23 mars à Genève en Suisse. La secrétaire d'État chargée des droits de l'homme a fait le point de la situation dans notre pays. Mais Zébéu a aussi marqué son engagement à prendre une part active aux différents travaux. Le compte-rendu d'Astou Touré. La Côte d'Ivoire se réjouit de revenir au sein du Conseil des droits de l'homme des États-Unis 2 années après son dernier mandat en vue de contribuer aux travaux et à l'amélioration de la situation des droits de l'homme à travers le monde. Comme lors de ses précédents mandats, la Côte d'Ivoire entend prendre une part active aux travaux du Conseil, notamment dans le cadre du renforcement de sa coopération avec le Conseil et ses mécanismes et de la promotion des droits des personnes vulnérables, en particulier des enfants, des femmes et des personnes vivant avec un handicap. C'est dans cette optique que mon pays poursuit ses efforts inlassables de promotion et de protection des droits de l'homme avec sa participation au 3e cycle de l'examen périodique universel. À l'issue de cet exercice, 247 recommandations ont été adressées à la Côte d'Ivoire, qui en a accepté 222 et noté 25. Sur les 222 recommandations endossées, certaines ont déjà été mises en œuvre, telles que l'adoption d'un nouveau code pénal en conformité avec les instruments juridiques internationaux auxquels le pays est parti. Depuis 1 an, le monde est secoué par la pandémie à Covid-19, une crise sanitaire sans précédent qui a profondément bouleversé des vies, une situation à laquelle la Côte d'Ivoire n'échappe guère. Outre les conséquences économiques et sociales, avec l'augmentation de la pauvreté et des inégalités sociales, cette crise sanitaire a également eu un impact négatif sur la jouissance des droits de l'homme, notamment les droits à la vie, à la santé, à l'éducation, à l'emploi et la liberté de circulation. Face à cette situation, l'État de Côte d'Ivoire a mis en place une politique de relance économique axée sur les droits de l'homme, avec des mécanismes destinés à accompagner les populations les plus vulnérables et les producteurs de richesses. Le gouvernement ivoirien déplore certaines atteintes des droits de l'homme découlant des actes de violence qui ont émaillé le processus de l'élection présidentielle du mois d'octobre 2020. Le dialogue engagé par M. Ahmed Bakayoko, Premier ministre, chef du gouvernement, ministre de la Défense, sur instruction de son Excellence, M. le Président de la République, a permis d'apaiser le climat social. Il s'en est suivi la décision des partis et groupements politiques de l'opposition de participer aux élections législatives du 6 mars prochain. Aimé Zébéu encourage la promotion et la protection des droits de l'homme en Côte d'Ivoire et partout dans le monde. L'axe Tomodi-Angoda sera bitumé. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kofi Kwaku, a procédé au lancement des travaux sur le tronçon. Des travaux qui vont durer 6 mois pour un coût global de 9,4 milliards de francs CFA et financé par le Trésor public ivoirien. Le compte-rendu de Kader Sogodogo. C'est une épaisse poussière qui se soulève au passage de chaque véhicule sur l'axe Tomodi-Angoda dans la région du Bélier. Dans 6 mois seulement, cela sera un vieux souvenir. L'État de Côte d'Ivoire vient de décaisser 9,4 milliards de francs CFA pour le bitumage des 12,5 km qui séparent ces 2 localités. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kwaku Kofi, au lancement des travaux, n'a pas manqué d'inviter la population de Angoda à croire en cette Côte d'Ivoire qui avance. Par toutes ces actions, le président de la République montre son attachement pour le département de Tomodi. En effet, la région du Bélier a bénéficié de plusieurs investissements dans le domaine des infrastructures routières, à savoir les travaux de renforcement de la voirie bitumée à Tchekanou,
les travaux de renforcement de la route Modi-Oumé, qui est en cours de travaux, les travaux d'aménagement et de bitumage de la route Tiébissou-Djévi. Bientôt, on va lancer donc les travaux de la route Tiébissou-Stakassou-Béoumi, les travaux de voirie qui se sont déroulés à Modi. Actuellement, il y a des travaux de voirie à Tiébissou et à Djévi. Nous avons aussi la construction de l'autoroute Yaoundé-Tiébissou-Boaké qui est en cours de travaux. Et beaucoup de routes ont été cratées donc, dans la région du Bélier. Chaque fois que nous faisons des projets et que nous traversons une préfecture, nous avons 3 km de voirie. Donc supposez que vous avez déjà 3 km de voirie. Rouler sur du bitume, un rêve caressé pendant longtemps par les ressortissants de Angonda qui traduisent leur joie et leur reconnaissance au premier des Ivoiriens, Alassane Ouattara. À dire grand merci à son excellence, le président Alassane Ouattara. On applaudit, qui a donc pensé à nous, qui sait que la route précède le développement. Et Angonda, en gagnant donc ce projet, le bitumage de la route Touri-Angonda va pouvoir se développer. Et au-delà d'Angonda aussi, le développement va suivre. Le bitume arrive. Le Goli présent lors des grands moments joue sa partition. Que de bonheur. Notre responsabilité individuelle et collective est engagée. Tout de suite, on fait le point de la situation de la Covid-19 au 25 février. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré hier jeudi 25 février 52 nouveaux cas de Covid-19 sur 3359 échantillons prélevés, soit 1,5% de cas positifs, 91 guéris et 1 décès. À la date du 25 février 2021, la Côte d'Ivoire compte donc 32 347 cas confirmés, dont 31 315 personnes guéries, 189 décès et 843 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 415 261. Le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique vous informe que le virus circule activement dans notre pays. Il recommande à la population le port de masque dans les lieux publics et les transports en commun afin de stopper la transmission du virus. Et cet effectif, l'avion transportant les 504 000 doses de vaccins anti-Covid-19 est à Abidjan. L'aéronef s'est posé sur le tarmac de l'aéroport Félix Houphouët-Boigny à 11h40. La réception des doses a été faite par le ministre d'État Patrick Hachi en compagnie des ministres des Affaires étrangères et celui de la Santé et de l'Hygiène publique. Initialement prévu le 15 mars prochain, la campagne de vaccination démarrera dès ce lundi avec les cibles prioritaires personnel soignant, forces de l'ordre et corps enseignants. Retrouvez le reportage complet de notre reporter Salima Toudia à l'édition de 20h. À l'initiative du mécanisme COVAX, la Côte d'Ivoire se prépare à recevoir ses premières doses de vaccins. Des doses de vaccins qui sont déjà arrivées à Abidjan, je vous le disais il y a quelques instants. 504 000 doses au total seront destinées aux populations ivoiriennes. Dès lors, des questions se posent. Qui devra se faire vacciner? Quand et comment? Des éléments de réponse dans ce reportage de Salima Toudia. La Côte d'Ivoire a réussi, grâce à l'initiative COVAX, à tirer son épingle du jeu avec la réception ce vendredi de 504 000 doses de vaccins. C'est environ 25% des 2 040 000 doses de vaccins que le dispositif COVAX devrait être en mesure de fournir au pays pour le premier semestre 2021. Mais le défi majeur des campagnes de vaccination pour les pays africains est celui d'assurer les conditions de conservation des doses. On ne nous livrera pas ce vaccin si nous n'avons pas la preuve que nous pouvons garantir une bonne conservation. Mais sur ce sujet, la Côte d'Ivoire a une position très avant-gardiste. Nous avons la direction du programme élargi de vaccination qui est parfaitement outillée, qui est d'ailleurs certifié ISO pour sa bonne maîtrise de la conservation. La chance que nous avons, c'est d'avoir un vaccin qui se conserve à la température habituelle de conservation des vaccins, notamment entre plus 2 et plus 8 degrés. Et donc, nous avons les équipements nécessaires, notamment les chambres froides pour conserver ce vaccin au niveau central et même au niveau régional. Et les réfrigérateurs que nous avons aussi, les districts sanitaires et dans les centres de santé,
peut servir aussi à la conservation de ce vaccin. Le coût de la chaîne de froid a été assuré par l'État pour faciliter le transport et le respect de la chaîne de froid pour des milliers de doses. La vaccination n'est pas obligatoire, mais reste nécessaire pour vaincre le virus. Elle est essentielle et elle est utile. Nous sommes convaincus que ce n'est pas la vaccination de nos populations que nous allons pouvoir réduire la transmission du virus en Côte d'Ivoire. Le vaccin qui est attendu, c'est le vaccin AstraZeneca. Donc c'est un vaccin qui a été homologué par l'OMS et qui est fourni par l'initiative COVAX. Donc ce sont ces deux vaccins qui ont l'autorisation d'utilisation d'urgence, notamment de l'OMS et aussi par la Côte d'Ivoire parce que l'autorité de régulation de la Côte d'Ivoire a donné son autorisation. Un plan stratégique de mise en œuvre de la campagne de vaccination contre la Covid-19 a été élaboré entre le ministère de tutelle, l'unité de coordination des projets santé Banque mondiale et les partenaires. Pour cette première phase, 3 cibles sont à vacciner: le personnel de santé, les forces de sécurité et le corps enseignant. Nous allons recevoir 504 000 doses et donc comme il faut 2 doses par individu, donc il faut le diviser par 2, à peu près 252 000 personnes que nous attendons pour le premier passage. La campagne de vaccination est prévue pour le 15 mars prochain et s'étendra sur 10 jours. Zone géographique prioritaire, Abidjan, l'épicentre de la maladie. Où se fera-t-on vacciner? Les sites de prélèvement de Covid-19 ou encore l'Institut national d'hygiène publique devront faire partie des différents lieux de vaccination identifiés et qui seront rendus publics. Le dispositif COVAX, qui vise à fournir aux pays à faible revenu leur première dose de vaccin anti-Covid, prévoit de fournir près de 2 milliards de doses cette année, même si les pays riches sont accusés d'entraver le dispositif en commandant de nouvelles doses. Le monde entier se bat pour obtenir des vaccins anti-Covid-19. Autre chose à présent, les lauréats du concours Ebony 2020 ont partagé un dîner d'échange avec un opérateur économique de la place. En toile de fond, il s'agissait de renforcer la collaboration entre l'UNJCI et ses différents partenaires, mais aussi de promouvoir l'excellence dans le secteur des médias. L'éclairage de Patricia Omouetia. Absent lors de la célébration de la 22e édition de la Nuit de la communication du concours Ebony à Yamoussoukro, le promoteur du projet Aquaba City, Ville Nouvelle et partenaire de l'UNJCI, a reçu au cours d'un dîner tous les journalistes de l'UNJCI, les lauréats et les nominés de la 22e édition de la Nuit des Ebonies. La soirée a rassemblé plusieurs artistes et convives. Au menu, ballet artistique assuré par le groupe KI, une ambiance conviviale pour une soirée d'excellence. La nuit de la communication, le Ebony, c'est la célébration de l'excellence, la promotion de l'excellence. Donc les sociétés novatrices comme Aquaba City veulent associer leur image à l'excellence parce que ce qu'elles recherchent, ce qu'elles visent, c'est l'excellence. Pour le partenaire, il est important de faire la promotion de l'excellence et du mérite des professionnels des médias. Nous allons soutenir tous nos partenaires privés et institutionnels. Tous ceux qui peuvent être une valeur ajoutée pour nous, nous nous engageons, pas seulement des véhicules, même des moyens financiers, à mettre à leur disposition pour qu'ils puissent mieux nous accompagner. Au thème de la soirée, 2 véhicules de type 4x4 ont été offerts au Conseil exécutif de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire et à l'artiste chanteuse Aïcha Koné. Dans l'actualité hors de chez nous, en Éthiopie, un déluge de violence serait abattu sur Aksum, à la 3e ville du Tigré, en novembre dernier. Une tuerie de masse, une punition collective selon Amnesty International. L'ONG demande la tenue d'une enquête diligentée par les Nations Unies. Le gouvernement éthiopien a déjà refusé au mois de décembre. Il estimait ne pas avoir besoin de babysitters pour mener des enquêtes indépendantes. Et puis aux États-Unis, Joe Biden s'est entretenu jeudi 25 février pour la première fois en tant que président des États-Unis avec le roi Salman d'Arabie Saoudite. Un appel téléphonique qui intervient alors que Washington doit diffuser bientôt un rapport déclassifié de la CIA, un rapport qui pointe à la responsabilité du prince héritier Mohammed Ben Salman dans l'assassinat du journaliste Jamal Khashoggi. Selon la Maison-Blanche, lors de son appel téléphonique très attendu au roi Salman, Joe Biden a rappelé l'importance que les États-Unis accordent aux droits humains. Il a promis de rendre la relation entre Riyad et Washington plus solide et transparente. Ce journal est terminé. Merci de l'avoir suivi. Achille Marc vous l'a entièrement traduit dans le langage des signes. Retrouvé à 20h Kolo Koulibaly. Quant à moi, je vous dis à demain 6h30 sur RTI 1.